Regardez, si vous désirez vous enrichir en immobilier, faire plus d'argent, sécuriser votre famille, si vous désirez faire des projets intéressants qui peuvent vous rapporter des centaines de milliers de dollars, si vous désirez bâtir un patrimoine pour votre famille, si vous désirez sécuriser votre futur, votre retraite, il n'y a pas 56 000 façons. Oui, il y a la bourse. Oui, il y a la crypto. Oui, il y a différentes stratégies d'investissement et de placement. Mais vous savez, une des choses qui est sûre, c'est l'investissement immobilier. Mais je ne vous parle pas d'acheter ses premiers plex, d'avoir des petits plex. Non, je vous parle de la cour des grands, du gros multilogement commercial. Et comment qu'on fait pour se lancer dans le multilogement commercial? C'est simple. Il vous faut les bons partenaires d'affaires. Je ne parle pas de Better Call Chris. Je ne parle pas d'un bon courtier immobilier. Je parle plutôt d'avoir les bons stratégistes financiers hypothécaires pour mettre toutes les chances de votre côté pour que votre projet se réalise, en d'autres mots, pour que vous soyez en mesure d'aller financer vos deals. Et pour pouvoir le faire, il vous faut quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui a les connaissances et les habiletés dans la matière du multilogement commercial avec des valeurs économiques, avec des stratégies de financement qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir saisir les opportunités, financer vos opportunités pour pouvoir vous enrichir grâce à l'immobilier. Et comment qu'on fait ça? Ben, c'est avec des top courtiers hypothécaires. Et aujourd'hui, j'en ai une pour vous, mais juste avant de vous la nommer, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, l'immobilier commercial, business, mindset et aussi, on parle de cash, on parle de finances. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, considère à t'inscrire, à t'abonner à ma chaîne. Maintenant, oui, maintenant, je te regarde. Alors maintenant, tu me regardes, inscris-toi à ma chaîne dès maintenant. Alors aujourd'hui, j'ai une personne que j'ai rencontrée en ligne sur les réseaux sociaux, sur Instagram plus précisément. Mais cette femme-là, elle a une énergie, elle a une drive, elle a les connaissances, les habiletés, les skills nécessaires pour faire passer vos deals, pour faire financer vos deals. Vous avez des projets de plus de 1 million, 2 millions, 10 millions, 100 millions. Vous avez besoin de bâtir différents projets de construction neuve, de multilogement commercial. J'ai avec moi Alexa Lebel de l'agence immobilière PMML. Alors, sans plus tarder, c'est simple, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Et un gros merci, Alexa, d'avoir accepté mon invitation. Puis rapidement, pour mettre les gens en contexte, j'ai vu ton contenu en ligne, j'adorais ton énergie, je voyais que tu savais de quoi tu parlais, puis je me suis dit, tu sais quoi, cette fille-là, il faut que je l'invite sur mon show. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, peux-tu expliquer vite une courte biographie sur ton background, qu'est-ce que tu faisais avant, puis qu'est-ce qui t'a amené à faire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Oui, absolument. Donc, pour commencer, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Je suis vraiment touchée. J'ai vraiment trouvé ça cool que tu reach out, que tu me dises « Hey, ça tente de venir me filmer un peu de contenu sur le financement commercial. » J'adore ça, j'aime ça, j'adore ça en parler. Fait que quand j'ai des invitations, c'est sûr que je saute là-dessus. Yes. Donc oui, Alexa Lebel, ça fait maintenant, ça va faire presque 2 ans que je travaille pour PML en tant que courtier hypothécaire dans le financement commercial. Fait que commercial, on parle du commerce commercial pur, industriel, multilogement, 5 logements et plus. Fait que c'est ça. Ça fait 2 ans que je fais ça dans la région de l'Outaouais, mais je te dirais qu'il y a peut-être la région de l'Outaouais, c'est peut-être 10 % de ma clientèle. Je couvre vraiment toute la province du Québec au complet, puis je suis en train de rentrer dans le marché de l'Ontario. Mon background, c'est, écoute, j'ai commencé en pensant que j'allais travailler au gouvernement toute ma vie. J'ai fait mon bac, ma maîtrise, j'ai appliqué à la SHL, j'ai eu un poste dans le multilogement. En plus? Oui, en faisant de la gestion de politique au début pour les souscripteurs à la SHL qui faisaient du multilogement. OK. J'ai fait ça pendant 50 ans.
Après ça, j'ai changé d'équipe puis j'étais allée dans la gestion de risque des comptes majeurs. Fait que tous les plus gros dossiers, la gestion de risque des plus gros dossiers à la SHL, la gestion d'assurance, tout ça. J'ai fait ça pendant 2 ans. Puis après ça, il y a un de mes amis qui m'a approché, qui travaillait déjà chez PML, qui m'a juste dit, comme ton expérience, ça serait vraiment de la grosse valeur ajoutée chez PML. C'est clair. Ça serait vraiment cool que tu te joignes. Fait que ça a suscité mon intérêt. Puis après ça, j'écoute, Pat Ménard puis moi, on a échangé quelques courriels, puis quelques semaines après, on se serrait la main, puis c'était fait, là. Boum, j'aime ça. Ouais. Puis pourquoi le financement commercial? Pourquoi être pas allé dans le résidentiel comme on se fait dire beaucoup, justement, quand on va à l'école de courtage ou whatever, mais comme on se fait dire beaucoup que c'est plus facile d'aller dans le résidentiel que dans le commercial. Pourquoi le commercial? Oui, mais c'est parce que c'est venu parce que j'ai commencé directement la SHL dans le multi. OK. Fait que, puis bon, l'histoire, c'est qu'en fait, j'ai appliqué sur un poste dans le home ownership, dans le résidentiel. Puis je ne l'ai pas eu, mais sur le panel de gens, il y avait un des directeurs qui était dans le multi, puis qui avait vraiment adoré mon vibe. Puis dans ce temps-là, j'investissais, j'avais un duplex, j'avais un flip de maison. Fait que j'étais comme en train de parler de, tu sais, moi, mes projets personnels. OK. Puis ça avait vraiment suscité son intérêt. Puis c'est lui qui m'avait contacté. Il m'avait dit, écoute, l'équipe de résidentiel, comme tu n'étais pas le bon fit, mais je pense que tu serais vraiment un bon fit dans le multi. Et puis dans ce temps-là, j'avais 21, 22, je pense. Puis ça tente-tu de passer une entrevue? On va tu sais, juste jaser, voir si t'aimerais ça. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Fait que là, après ça, de faire 7 ans dans le multilogement, je connaissais ça, c'était mon expertise. Là. Fait que ça n'aurait pas été naturel pour moi d'ensuite aller dans le financement résidentiel. Clair que non. Puis, tu sais, je kippais toute cette partie-là parce qu'habituellement, la majorité des gens vont faire le résidentiel parce que c'est plus facile. Oui, il y a plus de volume, tout ça. Puis là, ça devient plus complexe quand tu passes dans le commercial. Fait que moi, tu sais, pour moi, j'avais déjà cette connaissance-là. Fait que je partais déjà avec cet avantage-là. So, why not milk it, là? Big time. Ouais, fait que c'est de là. C'est carrément comme ça. C'était mon expérience. Fait que c'était juste naturel d'aller dans le financement commercial. Puis qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui te fait triper du financement commercial, admettons, si on va dans les détails? Ah, bien, la réponse à ça, là, c'est vraiment que c'est de l'investissement, OK? Fait que, comme ce que j'aimais pas du résidentiel, c'est que t'essayais t'essayes de réaliser les rêves de monsieur, madame, tout le monde, leur first house, tu sais, la première, tu sais, ils veulent déménager ou ils se séparent, c'est personnel, mais puis ça c'était pas pour moi. Ce que j'aime, là, c'est vraiment de rencontrer des investisseurs qui me parlent de leur investissement, qui sont en train de monter des parcs. Tu parles vraiment à des gens d'affaires, puis c'est leur plan de « how do I get to the top of like my dreams », puis ça, là, cette flamme-là, quand que je parle à des investisseurs, j'adore ça. C'est vraiment, là, je trouve que la négociation, les transactions sont différentes, il y a une différente vibe. T'es pas en train d'éduquer. Bien, t'éduques les gens, mais c'est pas le même genre de transaction, le même genre de relation que t'as avec tes clients. Puis c'est vraiment ça qui me passionne. J'adore ça, parler rencontrer des clients. Puis là, tu leur dis, OK, c'est quoi tes projets? C'est quoi tes plans pour ton portefeuille immobilier? C'est quoi ta vision dans les 2 prochaines années, les 5 prochaines années, les 10 prochaines années? Puis là, tu développes une relation avec eux pour s'occuper de leur portefeuille immobilier au complet. Ça, là, ça me fait triper. J'adore ça. C'est tellement drôle ton point parce que hier, justement, je disais ça à une cliente que, justement, son projet initial, c'était d'aller s'acheter une maison à genre 700 800 000 et plus. Puis là, elle a switché ça vers s'acheter un triplex proche d'1 million. Puis je lui faisais comprendre par rapport à la négociation que ça allait être beaucoup plus facile de négocier à la baisse parce que justement, dans le résidentiel, c'est beaucoup plus, il y a l'aspect émotionnel. Tu sais, l'aspect confort, j'ai éduqué ma famille. Il y a des souvenirs que dans le multi, il y a l'aspect qui est plus business aussi, qu'on peut venir utiliser pour justifier une baisse de prix versus que quand la maison est clé en main, elle est belle, toute parfaite. Puis en plus, il y a les émotions. C'est un petit peu plus difficile de venir négocier à la baisse. Oui, c'est ça. Il y a de l'émotion, mais l'émotion est comme différente. Exactement. C'est vraiment, mais comme l'ancrage émotionnel pour un propriétaire occupant est beaucoup plus solide, beaucoup plus difficile à aller jouer avec. Là. Fait que non, c'est de l'émotion, mais c'est vraiment différent. C'est un différent vibe, c'est une différente game. Fait que c'est ça. Oui, tu as absolument raison. Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description, dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur
sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, oui toi, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. Puis de ton côté, du côté technique, dans la paperasse, dans les chiffres, dans la structure du dossier, c'est quoi que t'aimes, c'est quoi qui te fait triper dans le financement commercial? Ce qui me fait triper, c'est vraiment les analyses de financement au début. C'est toujours super intéressant de, comme, admettons, tu te fais apporter un listing. Mettons, les gens vont t'envoyer un listing, vont te dire, OK, ça serait quoi à peu près la mise de fonds pour ça? Tu commences à regarder ça, tu commences à calculer les chiffres, puis là, de voir les dynamiques de marché pour dire, OK, en ce moment, avec les taux d'intérêt, on est à peu près à ce pourcentage-là de financement sur la valeur économique. Mais là, en ce moment, les prix d'achat sont toujours un petit peu plus élevés que la valeur économique, fait que ça fait des plus grosses mises de fonds. Fait que de tout voir ça au fil des... Tu sais, ça fait 2 ans que je fais ça, de voir comment que ça évolue au fil du temps, comment que les dynamiques de marché changent, les différentes conversations, il y en a des plus faciles, il y en a des plus difficiles avec les investisseurs. Ça aussi, c'est une conversation qui me fait vraiment triper, là, tu sais. Puis en plus, c'est comme dans le début d'un dossier, fait que c'est tout le temps un peu... Il y a comme un thrill de... OK, on fait l'analyse l'analyse de financement avec l'investisseur, on y présente, voici ça serait quoi les mises de fonds, OK, voici comment on pourrait faire fonctionner, voici les enjeux du dossier, voici comment on pourrait aller chercher plus, comment on pourrait aller chercher moins. Ça aussi, c'est vraiment une partie qui est le fun dans la négociation d'un contrat de courtage, mettons, avec un investisseur. C'est clair. Ouais. Puis, côté taux d'intérêt, parce que c'est sûr qu'il faut parler des taux d'intérêt, mais qu'est-ce que j'aime avec ta situation, qu'est-ce que tu fais, c'est que toi, au niveau commercial, c'est pas... Tu sais, vous avez des différentes lunettes dans le commercial versus le résidentiel. Est-ce que c'est est-ce que vous ressentez ou est-ce que tu ressens dans tes dossiers ou avec les clients les mêmes doutes, les mêmes craintes de les taux d'intérêt sont plus élevés parce qu'en plus, dans le commercial, le taux d'intérêt, c'est plus élevé que dans le résidentiel. Mais est-ce qu'il y a encore les mêmes doutes de est-ce que je devrais attendre, c'est pas le bon moment, je devrais attendre que tout tombe en reprise de finances puis je vais tout ramasser. Est-ce que c'est un petit peu la même réalité dans le commercial? Fait que 2 parenthèses à ça. Les taux sont en général plus élevés dans le commercial, mais pour du financement assuré SCHL en ce moment, je pense qu'on est plus bas même que du résidentiel. Mais dans le conventionnel, dans le financement commercial industriel, effectivement, on est plus haut. Mais oui, il y a exactement les mêmes enjeux. Pour vrai? Dans le sens que, exactement les mêmes. T'sais, les conversations encore sont différentes, mais oui, on a toutes ces conversations-là de, mettons, off-cam, on se disait que je faisais beaucoup de prospection, que j'ai beaucoup de cold call, que j'appelle beaucoup des investisseurs immobiliers en leur disant, OK, est-ce que vous avez des refinancements, des renouvellements, est-ce que vous regardez des acquisitions? Puis dans la dernière année, là, la majorité des gens me répondaient, non, j'ai l'impression que c'est pas le bon temps, je veux juste renouveler, ou non, je cherche pas les acquisitions, les mises de fonds sont trop grandes. Puis des fois, OK, attendez, est-ce que vous avez un projet en tête? Est-ce que vous avez une propriété? Est-ce que vous voulez que je vous le calcule comme équité que vous avez dans la propriété? Puis la majorité du temps, effectivement, la mise de fonds était quand même importante. Le retrait d'équité était moins intéressant. Fait que oui, il y a vraiment cette conversation-là. C'est vraiment un enjeu qui est important. La différence, c'est que les gens qui sont déjà investisseurs, ils ont un refinancement. Il y a une hypothèque qui vient à terme. Naturellement, c'est pas comme un propriétaire occupant qui doit s'héberger, qui doit rester dans sa maison. OK, peut-être qu'il va décider de pas déménager ou de pas s'acheter quelque chose d'autre, mais il y a comme un roulement qui doit se faire naturellement. En fait, non, excusez. Attends, celui-là, on va l'effacer. Je me suis mélangée. C'est bon. Monteur, on efface ma réponse. Donc oui, pour les propriétaires, les propriétaires occupants, ils peuvent choisir de ne pas déménager ou de ne pas bouger. Mais pour un investisseur qui a une échéance d'hypothèque qui vient à terme, il n'y a comme pas le choix. Oui, ils peuvent renouveler, mais la majorité des gens veulent refinancer pour prendre cette équité-là pour acheter quelque chose d'autre. Okay. Fait qu'il y a quand même un volume qui se fait. Il y a quand même des transactions qui se font. Puis là, regardez, là, tous les gens qui se sont dit qu'ils allaient bouger malgré les taux au début de l'automne sont vraiment gagnants parce que les taux viennent de chuter dans les derniers jours. En plus. Et donc là, ils se sont mis dans des positions où ils sont allés faire des négociations, ils sont allés faire des promesses d'achat sur une propriété avec l'optique ou la situation économique dans laquelle les taux étaient plus élevés. Puis là, regarde, les taux chutent, fait qu'ils sont vraiment gagnants dans leurs transactions dans lesquelles ils sont déjà engagés ou est-ce que ça avait été négocié à un moment où les taux étaient beaucoup plus élevés. Puis là, ils sont capables d'en avoir plus pour leur argent avec les taux qui baissent, plus qu'on avance dans le processus d'acquisition de la propriété. Okay. Mais oui, on a toute cette conversation-là. C'est toutes des conversations qu'on a très, très, très fréquemment là, avec les investisseurs. Oui.
Puis, est-ce que, selon toi, justement, j'adore le fait que tu es du côté du financement, selon toi, est-ce que c'est le bon temps de se lancer dans des projets, surtout si on a de l'équité qui est disponible sur des propriétés, des liquidités vraiment intéressantes, qu'on a des projets, est-ce que ce serait le temps de mettre ça sur la glace ou de se lancer all-in? Bon, fait que là, ça, c'est Sans, toujours... sans vendre ta salade, là, Ouais, mais... c'est ça, j'allais dire. C'est sûr que je prêche pour ma paroisse, là, tu sais. On s'entend, là, je baigne dans l'immobilier, OK? Mais ça fait qu'il y a deux côtés à ça. Ça veut dire qu'évidemment, j'ai clairement le point de vue que je pense que c'est un bon investissement puis c'est une bonne place à investir ses liquidités ou son équité. Mais de l'autre côté, je vois vraiment beaucoup le rendement puis comment que les gens, ils ont des bons rendements sur leur investissement puis des histoires à succès, j'en ai plein. Fait que, tu sais, clairement que, tu sais, je prêche pour ma paroisse, mais j'ai des faits pour venir justifier pourquoi je prêche pour ma paroisse, tu sais. Donc, oui, je pense vraiment que c'est le bon temps. Puis là, tu sais, maintenant, plus que jamais, les taux sont en train de baisser, puis les financements commencent à être vraiment, vraiment intéressants. Je te dirais que mon speech était un petit peu plus pessimiste dans la dernière année parce que, tu sais, j'avais bien des premiers acheteurs ou, tu sais, des gens qui veulent commencer à investir. Ils me font, tu sais, on commence à regarder des transactions ensemble, puis la demande d'équité est énorme. Fait que, tu sais, mettons, des gens qui veulent acheter leur premier 5plex, 6plex, mais, tu sais, qui ont des mises de fonds limitées, mais il y a comme rien à faire, tu sais. Comme tu n'as pas le choix d'être sur le sideline puis d'attendre que les taux se baissent un petit peu parce qu'on peut pas faire des miracles. Là, les chiffres, si les chiffres sont pas là puis les financements sont pas, viennent pas supporter, ben, tu sais, c'est le temps d'être sur le sideline, de s'éduquer sur le principe d'investissement en immobilier, d'aller chercher, de tout, aller chercher les outils qu'on a besoin pour être prêt à agir quand vient le temps. Mais pour les gens qui avaient déjà la liquidité, absolument, ça continue à être un bon investissement. Puis tous les indicateurs économiques nous démontrent que ça va continuer à l'être. Le principal étant l'immigration qui continue, la pression sur la demande dans le marché immobilier va juste faire en sorte que les prix de l'immobilier continuent à augmenter. Là. Fait que ça continue à être un bon investissement. Puis, tu sais, tout porte à croire que ça va l'être pour excessivement longtemps. Là. Nice. Le programme APH Select, peux-tu nous en parler un petit peu du pourquoi puis aussi comment ça fonctionne? Oui, fait que là, je vais essayer de ne pas rentrer comme trop dans le technique, là. Fait que, mais c'est un programme qui a été parti en mars 2022 par la SNHL, quand je travaillais encore là, d'ailleurs. Ouais, donc c'est ça. C'est un programme qui promouvoit, on offre plus de financement aux investisseurs qui sont prêts à s'engager dans des engagements sociaux. OK? Fait qu'il y a de l'abordabilité, il y a de l'efficacité énergétique, puis il y a de l'accessibilité. Chaque critère attribue un certain nombre de points dépendamment du niveau d'engagement, mettons. Puis plus que tu as un nombre de points élevé, plus que tu as des flexibilités. Fait que pour donner un bref aperçu, si tu as 50 points, tu peux avoir un amortissement de jusqu'à 40 ans. 70 points, tu es jusqu'à 45 ans. Puis 100 points, tu peux aller jusqu'à 50 ans. Fait que la différence de financement que tu peux aller chercher pour un prêt, quand tu prends le même prêt, mais que tu l'amortis sur 50 ans versus du 35 ou 40 ans, est quand même intéressante. C'est sûr. Surtout dans un temps où les taux d'intérêt étaient plus élevés. Là. Exact. Fait que je dirais qu'il y a peut-être comme 90% des financements qu'on a fait dans le multi dans les derniers 2 ans, mettons, qui ont été dans le programme APH Select pour ça. Par contre, ça vient quand même avec certaines bémols. Fait que c'est toutes des choses qu'on regarde avec l'investisseur. OK, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que c'est un trade-off parce qu'on te donne plus de financement en date d'aujourd'hui. Par contre, tu repayes moins vite ton capital. Ta possibilité de refinancer dans 5 ans est peut-être un petit peu moins intéressante que si tu ne l'avais pas pris, mais tu as moins de mise de fonds jour 1. Fait que c'est ça. Il y a vraiment trois volets, l'abordabilité, l'accessibilité, l'efficacité énergétique. Dépendamment du type de projet, je te dirais que pour de l'existant, on fait beaucoup plus d'abordabilité. Des fois, si les gens ont l'intention de faire des rénovations, on va combiner avec de l'efficacité énergétique ou purement de l'efficacité énergétique s'il y avait vraiment des rénovations importantes. Pour la construction neuve, on fait beaucoup d'efficacité énergétique. Des fois, dépendamment du marché, on va aller joindre de l'abordabilité pour ça. Mais les différences de financement là, dans la APH Select sont très, très intéressantes. Là. Vraiment. Fait que c'est vraiment, quand on fait des analyses de financement, on va vraiment présenter à l'investisseur un financement conventionnel, standard SHL, puis là, les différents pointages de la SHL. Puis habituellement, juste avec ça, on voit automatiquement que c'est vraiment plus intéressant de s'engager dans ces critères sociaux-là pour aller chercher plus de financement. Puis c'est aussi l'objectif du gouvernement là, de promouvoir ça. Fait que, en bref, c'est ça.
Puis, c'est à partir de combien de portes ça devient intéressant ou... Ben, tu fais de 5 portes et plus. OK. Le programme est pour du multi, fait qu'à partir de 5 portes et plus, puis ça devient intéressant même à du 5 portes. Là. OK. Fait que peu importe le nombre de... Aussitôt que tu tombes dans la catégorie du multi à la SHL qui est 5 portes et plus, on en fait, puis ça devient très intéressant pour les gens d'adhérer au programme. Là. Cool. Puis, l'abordabilité, c'est quoi, rapidement? Bien là, mettons, pour donner un exemple, pour le marché de Gatineau, dans lequel moi je me trouve, c'est le loyer est déterminé sur les revenus médians de la population de la région. Okay? OK. Fait que, admettons que si tu regardes Gatineau, les revenus médians, ils font un calcul inversé qui fait que, mettons, ton revenu médian, 30 de ce revenu-là détermine ton loyer maximum. Fait que pour la région de Gatineau, par exemple, c'est 1220. À Montréal, c'est 1090. OK. OK? Fait que ça détermine ton loyer dans lequel tu dois... c'est ton loyer maximum pour ce pourcentage-là. Fait que juste pour donner un scénario, admettons que tu aurais un immeuble existant puis tu veux 50 points en abordabilité, c'est 40 de tes logements qui doivent être en bas de 1220 $. Ensuite, tu dois adhérer pour 10 ans pour l'abordabilité. Fait que ça veut dire que pour les 10 prochaines années, c'est 40 de loyer là, mettons, là, ils doivent commencer en bas de 1220. Puis tu peux seulement les augmenter de ce qui est permis par le TAL annuellement pour les 10 prochaines années. OK. Fait que c'est ça que je disais quand je disais, oui, c'est des programmes intéressants. Par contre, ça vient avec des bémols. Ça, c'en est une. Parce que tu limites ta capacité d'augmenter tes revenus comme tu veux, ce qui veut dire que tu vas limiter ta capacité d'augmenter la valeur de ton immeuble dans le temps. La rentabilité, exact. Exactement. Fait que c'est tous des bémols qui sont... T'sais, oui, tu as moins de mise de fonds jour 1, mais ça vient avec des bémols pour le reste du programme, admettons. L'abordabilité, c'est celui qui est le plus taxant dans le temps. L'efficacité énergétique, une fois que tu fais tes rénovations, tu satisfais les critères, t'es good to go, tu as respecté les critères, puis tu peux... Il n'y a pas d'autre impact dans le temps, mettons. Parfait. Puis l'efficacité énergétique, rapidement, c'est... Pour un immeuble existant, tu dois améliorer la consommation d'énergie de ton immeuble. OK. Donc, par exemple, tu dois prendre ton immeuble, puis, tu sais, mettons, il est chauffé avec des plaintes électriques, puis là, tu ajoutes des thermopompes, tu augmentes l'efficacité énergétique. Tu as besoin d'un ingénieur en efficacité énergétique qui va te faire un rapport avant-après pour déterminer à combien tu as augmenté. Puis plus que tu augmentes, plus que tu as de points. Pour la construction neuve, c'est d'après certains standards de construction en efficacité énergétique. Tu dois atteindre certains standards pour aller scorer ces points-là. Parfait. Oui. Puis l'accessibilité, c'est quoi, rapidement? L'accessibilité, c'est vraiment... Il y a des standards canadiens pour une conception universelle. Bref, je n'embarquerai pas dans la terminologie, mais c'est vraiment... Tu dois respecter certains standards fédéraux pour aller scorer des points en accessibilité. Là. Il y a certains standards qui ont été établis dans l'industrie. Tu dois respecter ces standards-là dans ton immeuble pour aller scorer tes points en accessibilité. OK, je comprends. Puis, peux-tu nous parler de l'Avis 148? Oui, l'Avis 148, c'est celui qui est sorti en septembre dernier. Ouais, ça, c'était quand même une bombe dans le marché. Donc, il y a plusieurs clarifications qui ont été faites face à ça. Depuis? Oui, mais genre, je veux dire, l'Avis 148 en tant que tel, c'était comme des clarifications. Il y en a deux qui ont été vraiment majeures. La première étant la possibilité... Bon, c'était toujours un peu comme une... c'était toujours inscrit qu'on pouvait pas, quand on refinançait, on pouvait pas payer un prêteur qui était non accrédité, mais c'était pas vraiment appliqué. Fait qu'on pouvait, on le faisait beaucoup de refinancer. Mettons que tu avais un prêteur privé, tu refinançais, tu pouvais repayer ton prêt privé avec le retrait d'équité de ton refinancement. Ça fait longtemps qu'ils ont mis, ça fait plusieurs années qu'ils ont mis les contraintes pour le refinancement. Fait que tu peux pas refinancer ton immeuble avec la SHL pour aller t'acheter un bateau ou un char, tout ça. C'est vraiment, quand tu refinances, tu dois absolument le réinvestir dans l'immobilier. Mais avant, ils te permettaient de repayer un prêteur privé ou un prêteur qui était non accrédité. Un des points de l'Avis 248, c'était que tu ne peux plus faire ça. Tu dois absolument repayer un prêteur qui est accrédité. L'implication de ça, c'est que tous les gens qui ont fait, mettons, des acquisitions avec du prêt privé ou des prêteurs non accrédités, prêteurs alternatifs, peu importe, maintenant, tu dois shipper le prêt dans du financement avec un prêteur qui est accrédité par la SHL. Il y a une longue liste sur leur site Internet des prêteurs qui sont accrédités, pour ensuite aller l'appliquer à SHL pour ton refinancement.
Puis là, tu es éligible pour aller faire ton refinancement puis repayer ce prêteur-là qui est accrédité avec la SHL, OK? Fait qu'on a eu beaucoup de projets d'optimisation, mettons de l'optimisation qui avait été faite avec du prêt privé, exact. que ça a été problématique. Mais là, l'autre problématique dans ce cas-là, où est-ce qu'il y a eu de l'optimisation qui a été faite, c'était la seconde que tu as eu des travaux qui ont été faits, qui ont été financés, tu dois attendre 2 ans avant de pouvoir, 24 mois avant de pouvoir refinancer avec la SHL. Ça, c'est l'autre bombe qui a été lancée dans la vie 248, qui était, fait que, mettons, tous les projets d'optimisation, habituellement, tu sais, mettons, tu acquis l'immeuble, tu fais des travaux financés, tu pouvais comme... si tu refinançais en dedans de 12 mois, tu étais limité au prix d'achat plus la valeur des travaux pour reconnaître ta nouvelle valeur. Okay. Après 12 mois, tu étais sur la nouvelle valeur économique de l'immeuble suivant les améliorations. Maintenant, la seconde que tu as fait financer des travaux, tu dois attendre 24 mois avant de refinancer avec la SHL. Donc, si tu as financé des travaux avec du prêt privé, tu dois repayer le prêt privé avec du financement conventionnel et attendre 24 mois. Si tu as fait ton financement avec un prêteur accrédité, tu dois attendre 24 mois. OK. Fait que ça l'a vraiment freiné beaucoup, je te dirais, ça l'a comme freiné, diminué un peu la vélocité du marché face au flip ou l'optimisation plus rapide. Mettons, là, ça ralentit un petit peu l'optimisation c'est clair. À ce niveau-là. Les gens qui ont la liquidité pour faire leur propre rénovation, ça, il n'y a pas de problème. Tu peux faire un refinancement pour ça. Ou les gens... c'est ça. Ou les gens qui ont la liquidité pour repayer leurs prêts de travaux. On a eu aussi certains cas où est-ce que ça passe avec la SHL. Mais c'est vraiment du cas par cas. Fait que... encore, je prêche pour ma paroisse, c'est vraiment important de parler à un courtier puis d'avoir la conversation pour dire, OK, voici ma situation, voici ce que j'ai fait. Est-ce qu'il y a une porte de sortie à ça? Comment que je peux planifier mon financement pour les prochains 12 mois, 24 mois, 48, tu sais, 36 mois, 48 mois, là. Oui. Fait que c'est important de le savoir, puis c'est ça. C'est ça, c'est l'avis 248. Oui. C'est ça, je me suis trompé, j'ai dit 148. Oui. Mais je voudrais revenir à ce que tu disais tantôt. Je voudrais que tu nous racontes une de tes histoires à succès. Puis qui va expliquer aux gens pourquoi que l'immobilier, en date d'aujourd'hui, malgré la hausse des taux, ça reste quand même un bon véhicule d'enrichissement. Oui. Bien, écoute, les histoires à succès que je vois le plus, là, c'est les gens qui ont embarqué dans l'immobilier dans les 5 dernières années, mettons, là, OK. puis qui ont grossi leur parc là, de comme, 6, 8 portes à 50, 60, 70 portes, juste en embarquant dans le marché dans des temps où est-ce que tout le monde pensait que c'était incertain, tout le monde avait comme un petit peu plus était un petit peu plus craintif. Puis pour chaque moment où est-ce que il y a eu des gens craintifs, il y a des gens qui sont embarqués puis qui ont eu des histoires à succès. Mais les meilleures histoires à succès, là, c'est vraiment... J'ai certains investisseurs qui sont partis très petits puis que les valeurs ont tellement augmenté dans le temps qu'ils ont pu faire des refinancements, des nouvelles acquisitions. Puis là, en quelques années, ils ont monté des gros parcs immobiliers qui génèrent excessivement beaucoup de rentabilité. Là. Nice. T'sais, fait que des gens qui ont pris leur retraite de leur job 5 à 7... 5 à 7. leur 8 à 5. 9 à 5. 8 à 4, peu importe. Pour se lancer à temps plein dans l'immobilier parce qu'ils ont osé faire le move quand que plusieurs personnes restaient dans les sidelines puis n'osaient pas embarquer. Fait que ça, c'est vraiment... C'est l'histoire classique de l'immobilier, mais c'est aussi celle que je vois tout le temps. Wow. Fait que c'est vraiment là, de voir des gens commencer à s'enrichir de cette manière-là. Là, on le voit vraiment souvent. Là. Boom. Peux-tu nous raconter justement, dans la première vidéo, tu nous as parlé globalement du potentiel pas du potentiel de l'immobilier, mais comment que justement plusieurs clients à toi ont vraiment été, comment je pourrais dire, des success stories. Mais t'en as-tu une particulièrement qui t'a touché, que le client était au point A, puis vraiment là, avec tes stratégies, avec qu'est-ce que vous avez mis en place, boum, maintenant, là, aujourd'hui, il est rendu à boum. C'est sûr, tu as un petit client coup de cœur là, qui était comme wow. Bien, j'en ai 2 en ce moment sur mon bureau. Puis je dirais pas que c'est comme leur success story, c'est plus comme la mienne. Fait que c'est comme, dans le sens que c'est moi qui ai vraiment réussi à aller leur chercher ce qui me manquait pour que la transaction ait de l'allure. Okay? On parle de combien de millions? C'est des petites transactions, sont en bas de 2 millions, là, les deux. OK? Quand même. Mais c'est ceux-là que... C'est parce que les plus grosses, là, tu sais, je dis pas qu'ils sont... Quand c'est des investisseurs qui ont des plus gros parcs,
ils savent déjà un peu la game. Ben non, pas tout le monde, là, mais comme, tu sais, habituellement, ils se sont déjà fait approcher par des services de courtage. Ils savent à peu près, ils savent un peu. Une fois que j'ai les mandats, des fois, j'ai l'impression que ça va plus facilement ou sont pas à leur premier barbecue, comme on dit. Tandis que les plus petits, c'est toujours un petit peu plus challengeant parce que des fois, ils vont se dire comme, tu sais, est-ce que ça vaut la peine d'investir dans un service de courtage? Est-ce que ça a-tu de l'allure, mettons, quoi que ce soit? Puis là, c'est ceux-là que des fois, ils te posent excessivement beaucoup de questions, sont drainants. Ils ont comme plus parce qu'ils naviguent, c'est leurs premiers investissements, tout ça. Puis ceux-là, autant que... tu sais, des fois, tu sais, au niveau des chiffres, c'est pas nécessairement ceux-là que tu vas nécessairement mettre de... Ben, pas mettre de l'avant, mais tu sais, c'est pas nécessairement ceux-là que tu vas dire, OK, celle-là, tu sais, c'était mon success story. C'est ceux-là, des fois, qui sont comme quand tu réussis à aller chercher, tu sais, un 15-20% de financement de plus que ce que le client s'attendait, ça fait des petites success stories qui sont vraiment cool parce que si tu marques le premier investissement ou tu marques des petites transactions dans leur début d'investissement, qui est vraiment débile, puis là, quand ces gens-là grossissent, ben, ils sont fidèles à la vie, là, c'est clair. Fait que j'en ai 2 en ce moment sur mon bureau. Est-ce qu'on est capable on a été capable d'aller chercher, là, je te dirais, un 100 000, puis l'autre, c'était peut-être un 150 000 de plus en financement, en négociant certains aspects du dossier. Puis là, ça c'est ceux-là, c'est deux dossiers que j'ai fait la semaine passée, là. Fait qu'ils sont fresh, là. C'est pour ça que c'est ceux-là qui me viennent en tête, là. Mais c'est vraiment, là, ça, c'est des petites success stories où est-ce que il y en a un que c'est purement juste en magasinant les institutions financières. Fait que le client, ça fait longtemps qu'il fait affaire avec 2 institutions financières. On prend le mandat de courtage, je commence à magasiner, je commence à négocier avec plusieurs différentes banques. Juste en négociant avec une autre institution financière avec laquelle il ne fait pas affaire, on est en mesure d'aller chercher beaucoup plus dans le taux d'intérêt et dans le montant de financement. Dans l'autre, on retourne à son institution financière, à lui, mais en négociant certains facteurs, là, entre autres le taux de qualification, puis on a été capable d'aller chercher beaucoup plus de financement en retournant même avec son institution financière. Fait que, tu sais, oui, la job de courtage, c'est de magasiner les conditions de financement, mais des fois, c'est juste d'être l'expert ou le consultant pour le client. That's it. Tu t'occupes vraiment purement de son financement pour lui. C'est comme si tu le représentes, dans le fond, dans son financement. Tu négocies avec son évaluateur pour son rapport d'évaluation pour aller maximiser ça. Ensuite, tu négocies tous les petits aspects avec son institution financière si c'est ce qu'il désire retourner là. Puis des fois, on est vraiment capable d'aller chercher là, vraiment plus, en plus d'offrir un service qui est vraiment exceptionnel pour le client puis une expérience qui est comme le plus agréable possible, mettons. Là. Fait que ça, c'est comme mes 2 petites dernières success stories de la semaine passée qui clôt bien l'année parce que, bon, en date d'aujourd'hui, on est le 15 décembre. Donc, c'est vraiment... c'est comme les derniers dossiers que j'avais sur mon bureau d'ici la fin de l'année. Là, fait que ça a été une belle manière de terminer l'année. Là, félicitations. Ouais. Puis, je sais pas si ça te tente de le dire ou si tu es correct de le dire, mais tu finis l'année avec un volume d'affaires de combien environ, plus ou moins? Oh, je sais pas, c'est une bonne question, ça, parce qu'on est dans une équipe, OK? Fait que ça, c'est l'autre affaire. Moi, je suis à Gatineau, mais on est une équipe, on est 5 courtiers en tout. Et puis, on compte tous nos chiffres ensemble. Fait que moi, personnellement, j'ai pas encore fait mon décompte. Mais l'équipe en tout, l'équipe plus ou moins. En tout, là, je pense qu'on a fini l'année à 350 ou 400 millions de mémoire. Mais là, j'espère que je vais pas me faire taper ses doigts et que ça sera pas... on va pas être à beaucoup plus que ça. On va dire que c'était plus ou moins. Plus ou moins. Mais je pense qu'on est à peu près à ça. Là. Il y a des derniers dossiers qui sont rentrés dans les dernières semaines que j'ai pas refait le fil. Nice. Le Pat, il après sûrement les web. Un de ses motos, c'est tout le temps know your numbers. Fait que là, j'arrive ici, je connais pas mes chiffres, mais on est autour de ça plus ou moins. Là. Fait qu'à l'équipe, c'est nos financements. Pour moi, personnellement, je le sais même pas, il faudrait que je regarde. Mais on travaille tout en équipe. Fait qu'il y a plusieurs dossiers que, tu sais, on travaille tout le dossier ensemble. Il y en a d'autres que, tu sais, moi, j'ai plus le lead ou, tu sais, certaines autres personnes dans l'équipe ont plus le lead. Mais on poule tout ça ensemble puis on travaille vraiment en équipe. Fait que l'avantage de ça, c'est ça fait un esprit d'équipe, ça fait un esprit d'entraide, et puis on peut se supporter. Fait que ça fait une belle expérience au niveau de la service à la clientèle. Parce que, tu sais, admettons que moi, je suis un petit peu moins disponible, j'ai toujours un backup, j'ai toujours quelqu'un 100%. Qui peut s'occuper, qui est au courant. Tu sais, avec notre CRM, on en parlait off-cam, le CRM chez PML est vraiment ça coche, là, en bon québécois. Fait que c'est vraiment facile de suivre le dossier. Puis pour les gens, nos clients, mettons, tu sais, si j'ai un empêchement ou je suis en voyage ou peu importe, il y a toujours un suivi qui se fait, puis il y a toujours quelqu'un qui est au courant de ce qui se passe dans le dossier. Fait qu'à 5, là, ça se fait très, très bien pour les clients. Là. Puis il y a l'expertise aussi, le partage
d'expérience, de connaissance de chacun. Ça devient justement là, un genre de mastermind pour chacun de vos clients, chacun des dossiers que vous avez. Vraiment. Le différent bagage. Fait que, moi, mon bagage, c'est la SHL. Fait que j'apporte cette expérience-là sur la table. Le corporate structure, si on peut dire. Oui, sauf que, tu sais, toutes mes autres, mettons, tu sais, j'ai Vincent, mettons que Vincent Mathias, ça fait longtemps qu'ils font ça. Fait qu'eux, ils ont toute l'expérience de, tu sais, au niveau des banques, la négociation avec les banques, tout ça. Fait que chacun apporte à la table une différente expérience qui fait qu'on se complète super bien, puis on n'a pas vraiment nécessairement tous les mêmes bagages. En plus. C'est vraiment, là, ça fait vraiment une belle synergie. Oui. Puis là, l'autre affaire, là, c'est le brainstorming. Tu le disais, ça fait un mastermind, mais comme on fait beaucoup de problem solving. Comme je te dirais, là, c'est quelqu'un me dirait, tu sais, c'est quoi, comment tu décrirais, là, en 2 mots, là, ta job? Problem solving. C'est ça, là, c'est ça, à longueur de journée, du problem solving. Tu as un certain problème, il faut que tu le règles. Les conditions changent, les conditions économiques changent, les politiques de la SHL changent. En plus. Puis là, c'est comme, j'aime utiliser le mot jurisprudence, là, mais c'est comme, il y a des cas qui se font, puis là, tu utilises ce cas-là pour défendre le tien. Pour aller le challenger à la banque, oui. Il faut que tu le saches qu'il y a eu ce cas-là pour aller le challenger avec la banque ou aller le challenger avec la SHL. Tu as un exemple de dossier qui a été fait? Fait que nous, on fait ça au niveau de notre équipe. OK, là, on est rendu où dans les délais SHL? On est rendu où avec tel dossier? Ça s'est négocié à combien? Qu'est-ce qui a été utilisé comme taux de vacances? Qu'est-ce qui a été utilisé comme logement abordable? Là, tantôt, on parlait dans la première partie du podcast des loyers abordables, mais quand il n'y a pas de critère qui a été utilisé par la SHL, on est à un 900 pour le Québec en général. Fait que tu peux utiliser pour certains villages ou certaines villes où est-ce qu'il n'y a pas des loyers abordables, tu utilises celui du Québec. Mais des fois, on se fait challenger au niveau de ça parce que s'il y a une ville qui est avoisinante, des fois, ils vont utiliser ce loyer-là. Fait qu'en tout cas, bref, il y a plein de cas où est-ce que le partage d'informations est crucial pour avoir du succès. Fait que nous, on fait ça au niveau de notre équipe, on est 5, mais au niveau de tous les courtiers, chez PML aussi, à tous les mardis matins, on se rencontre toute la gang puis on se partage nos histoires à succès, nos histoires à échecs, les leçons apprises, les dossiers qui ont eu, tu sais, il est arrivé telle affaire. Bon, pour telle situation, maintenant, c'est qui la banque la plus compétitive? Parce que là, ça, c'est l'autre affaire. Ça change à toutes les quelques, tu sais, je dirais pas jours, là, mais quelques semaines, là, un dossier va être plus compétitif avec telle banque. La semaine d'après, finalement, tu sais quoi? Telle situation, ils ont ouvert un nouveau programme, ils ont plus d'appétit, ils ont ouvert les valves pour tel type de produit, ils ont plus d'appétit, ça devient plus intéressant que telle banque. 100%. Tout ce partage d'informations-là, là, c'est ça. Fait que on a divergé un peu de ta question, mais c'est ça, on est en équipe. Vraiment cool. J'adore ça parce que tu me faisais réaliser à quel point que, tu sais, autant pour les clients, ben surtout pour les clients, pour les dossiers, c'est encore plus cool que de juste dealer avec une seule personne versus là, ils vont dealer avec Alexa, mais ils ont le team derrière aussi, là. Tu comprends? Puis ça fait toute la différence. Ouais. Mais ça m'amène à une question, justement, ce serait quoi les 3 fausses croyances par rapport au financement, par rapport à les projets que les gens ils ont en ce moment même, en 2024, ce serait quoi, justement, les fausses croyances que les gens ils ont? Oh, c'est une la manière dont tu fais passer les dossiers, la manière que les gens ils t'approchent, puis c'est comme, ah ben non, regarde, tu pensais faire ça comme ça, mais regarde, on a une solution pour toi, puis on peut t'amener à ton projet. OK, je vais essayer de penser à 3 on the spot comme ça. Fausses croyances. Là, ou une. Ben là, par le temps qu'on publie la vidéo, on va être en 2024. Exact. Mais là, admettons, en 2023, je dirais que la plus grosse fausse croyance que j'ai vue récemment, là, c'était le fait que tu pouvais acheter avec 5 % de mise de fonds. Fait que ça a été vraiment une croyance. Puis, tu sais, on l'a poussé aussi que, comme mettons, dans le financement de construction, on pouvait aller jusqu'à 95 % des coûts. Mais ça vient avec une bémol. La bémol étant, surtout comme avec 5 % de mise de fonds dans un achat, c'est qu'on y va, le financement se fait avec le premier APH Select. Il y a 3 critères qu'on doit calculer, qui est 95 % du prix d'achat, 95 % de la valeur économique, ou le prix qui va être, le montant de financement qui va être limité par ce qu'on appelle un ratio de couverture de la dette. Fait qu'on fait ces 3 calculs-là, puis c'est le moindre des 3 qui va déterminer le financement. Mais tu sais, au début du vidéo... Quand tu dis le financement, le montant de la mise de fonds? Le montant de financement qui va être accordé, puis là, la différence, ça serait ta mise de fonds. Yes. Fait qu'on était souvent limité par le troisième que j'ai dit, qui était le ratio de couverture de la dette, qui est impacté par les taux d'intérêt. Fait que les taux d'intérêt étaient tellement élevés que ça venait couper le financement. Puis quand tu faisais le calcul de ton financement, ton prix d'achat moins ton financement, la mise de fonds était beaucoup plus grosse que 5 %. Mais le gros vendeur du premier PH Select, c'était qu'on pouvait aller financer jusqu'à 95 %. C'est ça l'affaire. Mais ça venait qu'une bémol. Fait que ça, c'était vraiment un mythe qui a changé. Mais il s'agit juste que les taux d'intérêt baissent un petit peu, que
peut-être que ça peut revenir. Fait que ça se peut que par le temps qu'on publie la vidéo, il est arrivé quelque chose dans les taux d'intérêt, puis que finalement, on est capable d'aller chercher du 95 % de financement à suivre. On verra en 2024 où est-ce que ça nous apporte. Ensuite, je vais prêcher un petit peu par ma paroisse, mais le service de courtage, il y en a beaucoup qui vont dire « Ouais, mais je suis capable de le faire moi-même. Je suis capable d'aller chercher du financement moi-même, mettons, avec une institution financière ou quoi que ce soit. » Mais ce que je disais au début on optimise, on travaille vraiment comme un consultant, c'est que, oui, ton end goal va être atteint dans le sens que si ton objectif, c'était juste d'avoir du financement, oui, tu es capable d'aller chercher du financement. Mais si ton objectif, c'est d'aller chercher le maximum de financement... C'est ça, là. Quelles sont les conditions de ton financement? C'est ça, exactement. Est-ce que tu es allé maximiser ton taux d'intérêt? Est-ce que tu es allé chercher ton maximum de financement potentiel? Oui, tu as eu le certificat d'assurance de la SHL avec un montant de financement, mais est-ce que tu es allé chercher le maximum que tu aurais pu aller chercher? Puis ça, c'est vraiment comme c'est ça que je vais vendre un petit peu quand que je vais parler aux clients, c'est que, tu sais, mettons, nous, ce qu'on fait, là, c'est on fait purement du financement hypothécaire, puis en plus, on fait beaucoup de financement multi. Fait que c'est là-dedans qu'on se spécialise. Puis tout le partage d'informations qu'on se disait, là, ben, tu sais, de négocier un maximum de loyer pour une certaine ville pour aller chercher plus de, tu sais, pouvoir aller chercher un loyer qui est abordable plus élevé, mettons. Mais cette expertise-là, de savoir que ça a déjà été fait dans cette ville-là, là, bien, ça peut faire que ton financement va être augmenté de manière significative. De négocier un taux de vacances dans un dossier, ça peut aller te chercher, tu sais, un 5-10 % de financement de plus, là. Fait que de tout faire ça, de tout aller négocier chaque affaire, là, c'est de même que ça devient rentable. Fait que, tu sais, d'investir dans un service de courtage, là, c'est vraiment... Il y a beaucoup de gens qui vont faire comme « Ah, ben non, je suis servi par mon institution financière, je suis très bien servi, j'ai du financement. » Oui, mais l'objectif, c'est d'aller chercher du financement. Exact. Tu sais, comme en cours, tu peux te défendre tout seul. Mais la majorité des gens choisissent d'utiliser un avocat. Pourquoi? Parce qu'ils se spécialisent là-dedans. Mais tu as le droit, c'est un de tes droits de te représenter seul. Est-ce que tu le fais? Tu peux le faire. Ça t'appartient, la décision t'appartient. Par contre, la majorité des gens choisissent un avocat. C'est la même chose pour la courtage. 100%. Est-ce que tu as le meilleur produit hypothécaire par rapport, pas juste à l'acquisition que tu fais, mais au projet? Parce que moi, j'invite souvent les gens à penser, je pense pas, quand tu vas faire ton acquisition, ne pense pas juste à aujourd'hui. Oui. Pense dans 5 ans, pense moyen, long terme. Est-ce que cette acquisition-là va te accélérer ton processus vers l'atteinte de tes objectifs, ou cette acquisition-là peut te ralentir parce que la journée que tu vas être comme, OK, je passe à la deuxième vitesse. Est-ce que là, l'acquisition que tu as faite dans le passé va te propulser plus rapidement vers encore, tu sais, grossir ton parc si c'est ça ton but? Fait qu'encore là, c'est l'importance de ton financement hypothécaire. Absolument. Les conditions liées à ça aussi, là. Absolument. Puis, tu sais, toi aussi, en tant que courtier immobilier, tu le vois, là, tu es comme le premier... Actuellement, vous êtes le comme premier point de contact. Souvent. Ça arrive des fois que les gens vont me contacter. Tout à fait aussi dans les deux cas. Tu sais, habituellement, je le vois plus souvent qu'ils vont avoir contacté le courtier immobilier. Puis, tu sais, toi, tu le vois encore plus parce que tu vas leur conseiller, tu vas leur montrer, OK, est-ce que c'est un bon investissement? Est-ce qu'il est bien pricé? Exact. Tu sais, tout ça, fait que de les accompagner comme ça, là, c'est sûr, c'est un game changer. Tu peux le faire seul. C'est juste que d'avoir l'expertise au niveau de l'acquisition, au niveau du financement, ça peut tout changer. Ça peut être la décision de ta vie qui va te ralentir ou ça peut être celle qui va te propulser. Exact. Fait que, tu sais, de tout mettre les chances de son bord, c'est sûr que c'est mieux. Exact. Puis, justement, par rapport à la fausse croyance, mais tu sais quoi, j'ai une autre question pour toi qui va peut-être linker les deux aussi. Parce que moi, j'en ai des fausses croyances. J'ai du monde qui m'aborde, puis j'en ai une. J'ai 2 scénarios pour toi, puis je veux savoir ton input. OK, vas-y. Le premier, disons que le classique, j'ai un gars qui m'approche au gym, puis qui me dit « Hey Chris, j'ai entendu dans le commercial qu'il ne regarde pas le profil de l'acheteur, il ne regarde pas vraiment l'acheteur, c'est l'immeuble qui doit se qualifier. » Peux-tu élaborer pour nous? Oui. C'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai. Ça vient avec des nuances. Fait que oui, effectivement, c'est la capacité que l'immeuble a à se générer. Par contre, il y a certaines nuances à ça. Fait qu'on va, mettons, pour le multilogement, oui, l'immeuble doit se payer seul. Par contre, il y a une valeur nette de l'emprunteur qui doit venir aider le dossier. Fait qu'on va pas nécessairement regarder le T4 ou le revenu de l'emprunteur. Par contre, il doit avoir, pour la SHL, mettons, par exemple, un 25 % de valeur nette par rapport au montant de financement. OK. Cela étant dit, l'équité dans l'immeuble compte. Donc, si on va chercher un 75 % de financement, le 25 % qui reste compte dans ton 25 % de valeur nette. Mais bon, tu sais, fait que tu as un certain montant de valeur nette.
Et puis, la solidité de l'emprunteur va venir aider le dossier. Exact. Fait que si la personne, mettons, je dis n'importe quoi, elle gagne 35 000 par année, elle a quelques petites tâches à son dossier de crédit, elle n'a pas des gros revenus, on s'entend-tu que... C'est plus... Tu sais, ça veut pas nécessairement dire que ça va être un fail automatique, mais c'est sûr que ça l'aide pas le dossier. Là. On fournit le rapport de crédit, on fournit le bilan net de l'emprunteur. On doit surtout commenter sur l'expérience. En plus, c'est vrai. Il y a l'expérience, le background dans son parc, comment il gère son parc, c'est ça? Oui. Fait que j'en ai eu un client où est-ce que la SHL a commencé initialement dans la première offre en exigeant de la gestion forcée. Fait que, tu sais, comme une condition comme quoi qu'ils sont obligés de le donner en gestion. Mais dans ce cas-là, je pense que c'était comme de mémoire, je pense que c'était un 8 logements ou un 9 logements. Fait que, tu sais, ça aurait grugé les parts de profit. C'est sûr. De l'emprunteur, puis il souhaitait vraiment l'autogérer? Oui. Fait que, en tout cas, finalement, j'ai réussi à le faire enlever. Okay. C'était des gens, tu sais, la personne, c'était une comptable, lui, c'était un ingénieur. Tu sais, elle faisait toutes les finances pour une grosse compagnie. Où est-ce qu'elle demeurait. Fait que, tu sais, il y avait les outils nécessaires, puis je le savais qu'il y avait les outils nécessaires pour bien le gérer. C'est juste que c'était leur premier multi. Okay. Mais, tu sais, il y avait d'autres critères dans leur personnalité ou dans leur expérience qui me portaient à croire que, tu sais, ça allait être très satisfaisant pour pouvoir gérer le multilogement. Puis c'est aussi comme sur ces bases-là que je suis allée négocier, puis on l'a fait enlever, là. Mais cela étant dit, c'était un enjeu pareil. Le fait qu'il manquait d'expérience, avec peut-être une liquidité qui était un petit peu plus limitée, ça devenait problématique. Fait que, tu sais, c'est une bémol. Puis là, j'ai parlé de multi. Dans le commercial, tu sais, c'est du propriétaire occupant, mais les états financiers sont super importants. Dans l'industriel aussi. Fait que là, tu sais, oui, la rentabilité de la compagnie va venir aider parce que tu dois démontrer que tu as la capacité financière de repayer l'hypothèque pour du propriétaire occupant. Puis dans l'industriel aussi. Oui. Bien, pour du propriétaire occupant, ouais. Oui, fait que tu dois démontrer que tu as la capacité de pouvoir repayer l'immeuble avec tes états financiers. Fait que c'est pas aussi facile qu'on le pense, là. Ouais. C'est pas juste OK, let's go, je me lance dans du gros multi, puis ils vont juste regarder. C'est l'immeuble qui doit se qualifier. Oui. J'ai un due diligence de mon côté financier à faire, puis un certain niveau aussi quand même de revenus à générer, parce qu'on s'entend, plus bas les revenus, plus ça va être difficile. Là, sinon, en d'autres mots, c'est la mise de fonds qui va être impactée. La personne, si son dossier, cette personne-là, l'acheteur, l'acquéreur est plus whatever. Il y a des tâches, ses revenus sont plus ou moins. Dans le fond... Le financement risque d'être un peu moindre. Oui, exactement. Il va être plus corsé. Il va falloir qu'il mette plus de cash pour backer, pour venir sécuriser l'emprunteur. Ouais. Puis il y a plus de nuances, je dirais, comme dans le conventionnel, dans le financement conventionnel, sans la SHL, mettons. Ouais. Financement conventionnel, dans le commercial, dans l'industriel, il y a vraiment plus de nuances au niveau de la solidité de l'emprunteur. La SHL, c'est plus standard, mais ça n'en prend quand même. Fait que je dirais pas que c'est le premier critère. C'est pas un deal breaker, mais ça fait partie quand même du dossier. On parle quand même d'un financement. Fait que c'est sûr que ça a un petit impact quand même. Là. Puis tu vas quand même demander T4, T1 général, ces affaires-là. Tu vas quand même monter ton dossier. Les de cotisation, tout ça. Fait que, tu sais, on doit quand même commenter preuve sur de revenus. Commenter sur le profil de l'emprunteur, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, c'est quoi son expérience, c'est quoi ses revenus, c'est quoi sa job, c'est quoi ses revenus annuels, tout ça. Fait qu'on doit quand même le fournir. Fait que c'est pas le critère numéro 1 comme au financement résidentiel, mais ça fait partie du dossier. Ça peut venir influencer positivement ou négativement le dossier. Oui. Boom. Mon deuxième scénario, j'ai une cliente personnelle qui fait vécu. Elle est dans un cours, dans une formation d'investisseur immobilier. Puis, justement, elle voulait commencer. Tu sais, elle part de sa maison personnelle qu'elle a eue depuis plusieurs années, qu'elle a une belle équité. Un membre de sa famille aussi, la même chose. Ils n'ont jamais eu de multi. Puis là, à cause, dans sa formation, ils lui ont dit « Pourquoi tu perds ton temps dans les petits plex? » Parce qu'elle voulait commencer dans les petits plex pour se faire les dents, pour apprendre, puis après ça, grossir overtime. Mais elle s'est fait dire « Pourquoi tu perds ton temps? Va dans le multi, va dans le plus gros, va dans les gros plex, ça va être plus facile. » Est-ce que du jour au lendemain, on peut juste prendre la décision, OK, je me lance dans du gros multi comme ça, ou j'ai besoin d'un plan de match, j'ai besoin de m'asseoir avec toi, j'ai besoin de savoir justement de mettre des balises en place pour réaliser ce type de projet-là dans du gros multilogement? Bien là, mettons, ce que je dirais, c'est que d'embarquer dans des triplex, quadruplex, pas propriétaire occupant, le financement est moins intéressant. Fait que tu tombes dans du... C'est comme une...
t'es pas dans du propriétaire occupant, c'est de l'investissement. Fait qu'il y a de la SHL, mais la mise de fonds tout de suite en partant est à 20 %. Fait que de tout de suite faire le saut dans le 5-6 logements, ça peut être intéressant parce que tu es capable d'aller accéder au programme qu'on parlait plus tôt, la PHCL avec les taux d'intérêt, toute la SHL côté multilogement. Fait que ça devient plus intéressant. Fait qu'à ce niveau-là, je suis quand même d'accord dans le sens que, tu sais, si on peut se le permettre, oui, effectivement, de faire le saut, pas nécessairement dans du gros multi, mais dans du 5-6, c'est un beau step à prendre parce que le financement devient plus intéressant. Cela étant dit, ça reste un investissement. Puis les gens disent que c'est un investissement comme real estate, passive investment. It's not passive. It's not that. Comme c'est pas du passive income tant que ça. Ça demande de la gestion. Là, on parle de. C'est la résidence principale de des gens. Là. Fait que ça demande un contact humain, ça demande de gérer des locataires, de gérer des pépins, de gérer une inondation, des puces de lit, peu importe. C'est pas si passif que ça, l'investissement. Faut quand même savoir dans quoi qu'on s'embarque. Puis l'autre chose que je dirais, c'est que l'avantage d'investir dans le 5-6 logements, par contre, c'est que si tu as une mauvaise créance ou tu as un logement qui se paye moins bien ou quoi que ce soit, bien, il est plus absorbé que si tu as un duplex ou un triplex. 100%. T'sais, un duplex, tu as 50 % de tes revenus. Mettons, il y a un locataire qui ne paye pas, puis tu as un problème. Les gens pour les gens qui ne le savent pas, quand tu as un locataire qui ne paye pas, ben, le processus administratif est excessivement long avant de pouvoir l'enlever. Fait que ça se peut que tu aies 50 % de tes revenus qui sont affectés pendant plusieurs mois. Tout à fait. Fait que d'investir tout de suite dans le 5-6, tu dilues un peu ce risque-là à travers plus d'unités. Mais oui, ça demande de se former un petit peu. Là. On doit savoir un petit peu... la meilleure chose, c'est de s'entourer de professionnels puis de faire des projections un petit peu dans le temps. Fait que tu commences ton financement en date d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire pour que mon immeuble continue à prendre de la valeur? 100%. On voit beaucoup de propriétaires qui se sont comme un peu assis sur leur logement puis qui n'ont jamais vraiment augmenté. Aussi. Fait que là, l'immeuble, une fois rendu à la revente ou une fois rendu... on fait les analyses au refinancement aussi. Il n'y a rien à faire parce que c'est super pas intéressant. Les revenus n'ont pas été augmentés. Puis la rentabilité de l'immeuble, elle n'est juste tout simplement pas là. C'est important de savoir qu'est-ce qu'on fait avec l'immeuble puis c'est quoi les objectifs du client. T'sais? Juste les objectifs de l'investisseur, de savoir c'est quoi le plan de match, c'est quoi dans 5 ans qu'on doit faire pour s'assurer que notre investissement continue à être rentable. Là. 100%. Puis, je te dirais, comme dernière question, ce serait quoi pour quelqu'un qui veut se lancer dans le multi, c'est quoi le plan de match à mettre en place, les balises? Oui, tu as rencontré ton courtier, tu as parlé de ton projet fait du sens, tu as la propriété avec la liquidité disponible, parfait. Là, après ça, c'est pas juste je t'envoie des propriétés, let's go. Comme tu dis, il y a une certaine éducation, mais aussi au point de vue, je trouve, avec le courtier hypothécaire, selon moi, il faut un plan de match. Là. Comme si tu vas aller gagner le Super Bowl, il te faut un plan de match. Ouais. C'est quoi le prochain step? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Parce que comme tu viens de le dire, oui, c'est bien beau, on s'échange des propriétés, puis on va les visiter. Mais il arrive quoi si justement, au point de vue de rénovation, as-tu déjà l'équipe en place? Sais-tu déjà qui tu vas contacter? S'il y a 2-3 logements qui sont problématiques, si tu as des locataires qui sont problématiques, qu'est-ce que tu fais avec ça? S'il y a des punaises de lit, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu laisses ça tomber parce qu'au contraire, on peut peut-être négocier. Ça peut peut-être être un diamant dans la boue. Mais encore là, je trouve qu'avec un bon plan de match, une bonne synergie avec le courtier immobilier puis le courtier hypothécaire, c'est là que tu peux avoir justement, tu peux plus prévenir puis t'assurer d'avoir un coup de circuit versus que sans plan de match, ben tu risques de... Absolument, absolument. Tu sais, vraiment d'être bien entouré. Puis là, tu sais, plus tôt, on parlait de est-ce que c'est la décision qui va te ralentir ou te propulser? Ben, tu sais, d'être accompagné dès le début, c'est sûr que ça l'aide. Puis là, en plus, bon, là, je vais dire au Québec, parce que je suis pas allée faire le tour des autres provinces, mais au Québec, on est chanceux. On a vraiment beaucoup de réseaux immobilier, tu sais. Ça, c'est vrai. On a vraiment, là, tu sais, il y a un groupe Facebook, Les Mordus de l'immobilier, le Club immobilier, la MREX. On a tellement de ressources disponibles pour les investisseurs au Québec pour pouvoir s'éduquer puis avoir un réseau de contacts de gens qui partagent l'information sur comment bien s'outiller, comment trouver les contacts nécessaires, quoi faire dans telle situation. Fait que là, je pense que ça serait vraiment la clé. C'est que quand tu fais ton acquisition dès le départ, tu t'entoures de gens qui vont s'assurer que c'est un success story puis que c'est ce qui te propulse vers vers tes objectifs.
Et ensuite, c'est d'aller s'entourer, puis c'est assez accessible. En plus. On est vraiment chanceux là, avec les réseaux dans la province. Là, c'est vraiment accessible de bien s'entourer. Fait qu'après ça, c'est vraiment d'aller s'entourer dans ces soirées-là, aller réseauter avec des gens qui ont les mêmes aspirations que toi, qui ont les contacts qui ont déjà vécu les problèmes que tu vis. Fait que de tout aller s'entourer de ces gens-là qui ont en plus le même mindset. En plus. Il y a des partenariats des fois qui se font là-dedans. Fait qu'en plus, après ça, tu peux te propulser encore plus vers ton aspiration d'investisseur. Exactement. Puis dernière question, ce serait quoi le montant de liquidité qu'il faudrait avoir en moyenne là, pour vraiment se dire, OK, là, je peux contacter Alexa pour commencer mon projet là, d'investissement? Ça dépend vraiment du projet. Là. Je te dirais que... Mais en moyenne, il doit avoir un chiffre magique. Là. C'est pas Ben, avec 50 000 je peux venir te voir. Ben, non. Tu comprends? Non. Non, mais ça dépend de l'emplacement de l'immeuble. Fait que c'est vraiment une question qui est difficile à répondre. Mais je te dirais qu'en bas de 200 000, ça commence... J'ai toujours un petit comme... Ah, OK, on va regarder, ça dépend du projet. Pourquoi? Parce qu'avec les proformas, ça ne fonctionnera pas. Tu n'auras pas la liquidité. Parce que l'autre affaire qu'on fait, c'est d'accompagner les clients dans tous les frais. Parce qu'au commercial, il y a beaucoup plus de frais qu'au résidentiel. Les banques chargent des frais. Tu as des frais de notaire, tu as des frais de dossier, tu as des frais... des fois, tu as besoin des forces environnementales, tu as besoin d'un rapport d'évaluation. Si tu fais de l'efficacité énergétique, tu as besoin de ton rapport d'efficacité énergétique. Fait qu'il y a excessivement beaucoup de frais connexes qui viennent avec. Fait que c'est important d'avoir une certaine liquidité. Fait que je dis pas qu'en bas de 200 000, il n'y a rien à faire. Mais moi, naturellement, quand quelqu'un me dit « OK, ben là, j'ai comme un 200 000 », puis un 200 000 liquide. OK? Fait que là, il y a des gens qui vont m'appeler « Ah, j'ai 200 000 liquidés dans ma maison. » Ouais, mais attends une minute, tu vas... Avant, tu vas vivre où? Ou comme tu refinances, tu ne vas pas aller chercher ton 200 000 au complet. Ou même une marge de crédit hypothécaire. Oui, bien là, tu vas te leverager au perso avec ta marge de crédit hypothécaire. Est-ce que tu vas être maxé à ce niveau-là? Tu sais, si tu as un petit peu de difficulté avec la rentabilité, l'autre affaire avec la PHTLX, c'est que tu te qualifies sur le ratio de couverture de la dette que je disais à 1,1. Mais la profitabilité, elle n'est pas énorme là-dessus. Fait que comme, tu sais, es-tu capable de tu sais, c'est tous des aspects qu'il faut considérer. Fait que un chiffre magique, je dirais 200 000 pour être safe. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous ne pouvez pas m'appeler si vous n'avez pas 200 000. C'est juste que c'est comme un chiffre qu'en haut de 200 000, il y a quelque chose à faire. Là. Il y a des investissements qui vont se faire, c'est certain. En bas de 200 000, ça prend juste peut-être un petit peu plus de recherche, puis avoir... Okay, aller dans des coins un petit peu plus éloignés. Oui, peut-être. Puis, tu sais, voir le bon deal qui va faire en sorte qu'on est capable de sauter dans l'investissement et tout ça. Mais c'est ça. Tu sais, avec... tu sais, pour pouvoir bien couvrir la mise de fonds, les frais de notaire, les frais de dossier, les rapports d'évaluation, tous les autres frais connexes qui viennent. Là. Rapidement, les autres frais connexes pourraient venir prévoir environ combien juste pour les frais connexes? 50 000, 75 100? Non, un peu moins que ça quand même. Là, pour une transaction, mettons, est-ce que tu aurais besoin d'un 200 000 de mise de fonds? Je dirais peut-être un... Ouais, là, j'ai pas la liste devant moi, fait que j'ai connais tout individuellement, le calcul au complet. Ouais. Puis l'autre chose, c'est qu'ils viennent pas tout en même temps. Il y en a qui sont au début de la transaction, il y en a qui sont à la fin de la transaction. Mais peut-être un 25-30. OK, ish, là. Plus ou moins, guys. Qui m'amène au dernier point, qui est l'importance d'avoir un plan de match, l'importance de faire affaire avec une professionnelle, puis de faire affaire avec une professionnelle où est-ce que les gens peuvent rentrer en contact avec toi s'ils veulent en savoir plus, s'ils veulent préparer leur plan de match, mais surtout faire affaire avec toi. Absolument. Merci pour la belle plug. Mais oui, absolument. Là, être bien entouré, définitivement, là, je pense que c'est la clé du succès. Là. Fait quoi, est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi? Ben là, écoutez, on pourrait mettre l'information. Oui. Alexa Lebel, tu sais, je vais être taguée dans la vidéo, fait que je suis sûre que je vais être facilement rejoignable. Mais mon nom, c'est Alexa Lebel, puis courtière hypothécaire PML au bureau de Gatineau. That's it. Un gros merci, Alexa. Merci à toi. All right. Boom. Good. Hey, c'était bon, ça. Vraiment. Et avouez que cette femme, elle a une drive, elle a l'énergie. En plus de ça, elle a les connaissances, elle s'exprime bien. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Sincèrement, avec toutes les personnes que je vous amène, les trucs, les pépites d'or, les trucs, astuces et tactiques en immobilier, on n'a plus d'excuses. C'est le temps, c'est le moment de passer à l'action, de passer au prochain niveau. Allez dans la description plus bas, cliquez et allez réserver une consultation gratuite avec moi où est-ce qu'on va pouvoir établir un plan de match selon votre situation de 1. De 2, contactez Alexa. Regardez, vous voyez clairement quelle est la personne qui peut vous aider dans vos futurs projets d'investissement immobilier, de projets immobiliers. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Si vous avez aimé ce genre de contenu, écrasez le bouton j'aime,
partagez cette vidéo, mais surtout, allons se retrouver dans les commentaires. Dites-moi comment vous avez trouvé Alexa. Dites-moi comment vous avez trouvé justement ces trucs et astuces qu'elle nous a partagés. Et si vous avez aimé ce genre de contenu, mettez les 3 emojis déclare dans les commentaires pour que justement je puisse savoir que vous avez aimé ce genre de contenu-là ou tout simplement écrivez Better Call Chris. Et abonnez-vous à ma chaîne pour que lorsque je vais prospecter des personnes influentes, mais selon le nombre d'abonnés, ils vont voir la crédibilité que nous avons dans cette communauté-là de Immobilier 101. Mais tout ça, c'est grâce à vous et surtout en vous abonnant, vous m'accordez cette opportunité-là pour que je puisse aller vous chercher des personnes d'influence inspirantes et motivantes. Et si vous désirez avoir plus de stratégies gagnantes comme ça en immobilier, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.